Amis du hack, bonsoir, bienvenue dans Les Activistes, votre podcast en ciel et marine tous les lundis à 18h pour parler de l'actualité du premier et à jamais club de football français en partenariat avec France Bleu Normandie. Pour nous accompagner ce soir, il est de retour au bercail et pour la peine, il est heureux de vous débriefer la grande partie du samedi soir. Romain est avec nous. Salut Romain. Salut à tous. Il avait vu venir le cours fourré car on jouait un petit du championnat et il a une nouvelle fois vu juste. Le maître des cotes Florian est des nôtres ce soir également. Salut Florian. Salut à tous. Au sommaire de ce numéro des activistes ce soir, la parole au speaker, interview de Pierre Pisavi-Hiverneau, le speaker du hack. On prend les mêmes, c'est pas la même. Débrief de Hack Dunkerque, activez-vous, la rubrique des auditeurs internautes et enfin quelques brefs du hack dont vous avez l'habitude. Cette émission n'est pas la nôtre, c'est la vôtre et nous allons vous le prouver maintenant. Les activistes numéro Jean-Michel Lesage, c'est parti et tout de suite, interview grand témoin. S'il est une personne dont la voix compte au stade Océane, c'est bien lui. Privé d'ambiance avec la crise du Covid, il a accepté de se confier aux activistes sur nombre de sujets dont nous voulions son avis. Le speaker officiel du hack, Pierre Pisavi-Hiverneau, est l'invité de ce grand entretien. Bonjour Pierre. Salut Gilles, salut à tous. Déjà, on voulait vraiment te dire merci Pierre parce que dès le départ du projet, tu as été bienveillant vis-à-vis de nous et au nom de toute l'équipe d'Actu, on te remercie pour ce soutien franc et massif. Ça nous a fait très plaisir d'être accepté dans la cour hack par ton biais. Eh ben écoute, c'est avec grand plaisir et avant de commencer aussi, je voulais vous rendre hommage parce qu'on sait très bien que les initiatives autour du hack sont rares, que effectivement on en manque, qu'on on s'est souvent plaint justement du manque d'émissions, du manque d'attention autour de hack et vous le faites aujourd'hui avec ton équipe, avec Flo, avec Romain, donc c'est super et je vois que ça s'améliore de jour en jour, donc c'est vraiment top ce que vous faites. Merci en tout cas pour ce nouveau message d'encouragement. On va attaquer maintenant mon cher ami. Accusé Pierre Pisavi-Hiverneau, à la barre s'il vous plaît. Veuillez décliner vos noms, prénoms, âge et qualité s'il vous plaît. Donc Pierre Pisavi-Hiverneau, 32 ans et speaker au Stade Océane pour le compte du Havre Athletic Club. Numéro de carte de presse et expérience dans le métier de journaliste, s'il vous plaît. Alors, j'ai pas mon numéro en tête, hein, je sais, tous les journalistes l'ont. Moi, je l'ai pas. Je peux aller chercher ma carte de presse, mais ce serait un peu loin. Expérience dans le métier, ça fait à peu près 10 ans que je travaille essentiellement en radio et en télévision. Au niveau de ton parcours un peu plus général, il y a une question que les supporters se posent. Comment as-tu obtenu le micro du Stade Océane ? Quel a été les contacts ? Quelle a été ton envie ? Est-ce que ça a été une initiative ? Il y a eu une sorte de casting général et au final tu as été pris. Comment ça s'est passé ? Alors ça s'est passé de façon assez naturelle. Je connaissais mon prédécesseur, Valérian Guestre, qui est un très bon ami à moi. Et puis un jour, il a voulu partir. Puis il savait très bien que j'étais un peu dans le métier et que j'étais aussi surtout un amoureux du hack. Donc il m'a proposé le job. Alors au départ, j'ai refusé, tout simplement parce que moi, j'habitais à Montpellier. Et donc c'était compliqué, voire impossible de revenir 2 fois par mois au Havre pour faire le métier. Mais en même temps, lui montait une boîte de production sur Paris et il m'a dit écoute, si tu prends le job au hack, je t'embauche en même temps dans ma boîte de prod à Paris. Donc ça s'est fait d'abord comme ça. Et puis effectivement, il a fallu passer un petit casting. Je me souviens à l'époque avec Gauthier Malandin, le directeur de la communication, et Mathieu Barbet qui est parti maintenant, me retrouver seul au centre du terrain, devant un stade vide, à devoir faire une composition d'équipe et à devoir faire bouger une foule qu'il n'y avait pas. Donc c'était un peu cocasse, un peu drôle, mais voilà comment tout a commencé. Ben justement, tu me fais une transition idéale parce que je voulais parler de Valérian Guestre, autrement réputé quand il a quitté le hack, il était un des meilleurs micros de France, ce qui lui avait eu d'ailleurs d'être micro à Lens pour l'Euro 2016. Justement, on avait vu un petit parallèle avec le hack parce qu'il y a Valérian Guestre, le réputé qui s'en va, et un nouveau qui arrive, et on voyait dans ce passage, comme pour la formation au hack, les meilleurs, une fois qu'ils sont parvenus à ce qu'ils ont fait au hack, s'en vont, et des petits jeunes du centre de formation prennent leur place, et en n'ayant pas moins de talent. Je trouvais ça sympathique, et tu nous as justement expliqué la relation que tu avais avec Valérian, donc la transition était toute faite. Et comme pour ton casting,
C'est comment le boulot de speaker sans public? Très sincèrement, c'est dur. C'est pas facile. Il y a forcément un peu de motivation en moins parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est justement cette relation avec le public. Donc, pour l'instant, pour être très sincère avec vous, on prend ça là, tous ces matchs qui arrivent comme des entraînements. Voilà, on essaye de se mettre en condition du réel. Comme s'il y avait du monde, on a la caméra bord terrain, il y a toujours les animations musicales pour être prêt le jour J quand on pourra réaccueillir du public. Et puis c'est aussi une occasion pour les joueurs de leur faire toujours sentir que ce sont des matchs officiels et que ce ne sont pas des matchs amicaux. Voilà, et les laisser un petit peu dans la ferveur du championnat classique. Donc c'est en même temps une façon pour nous de continuer à nous entraîner et une façon aussi de rappeler aux joueurs qui sont dans la réalité de la compétition. Eh ben, on l'espère en tout cas qu'on pourra bientôt te retrouver directement au Stade Océane. On l'espère tous et ça nous manque terriblement. Moi aussi. On va parler un peu de terrain spécifique. En tant que speaker, tu as eu plusieurs joueurs que tu as été amené à voir sur le terrain. Mais plus globalement, quel a été ton meilleur et ton pire souvenir en tant que speaker au Stade Océane? Mon meilleur souvenir, c'est, je crois, ma première année, ou ma deuxième année, justement, où en fait on accède au barrage, on est quatrième, je crois, du championnat, et on savait pas si on allait recevoir ou aller à Brest. Et en fait, j'annonce au Stade Océane que Brest a perdu, que nous on avait gagné, donc nous allons recevoir Brest. Et je me souviens à ce moment-là que j'étais le seul au courant, et de l'annoncer comme ça à tout le monde avec le bruit que ça a fait autour. Là, ça a été mon meilleur souvenir. Mon pire souvenir, c'est Bourg-en-Bresse, voilà, comme pour beaucoup. Mais en même temps, c'est un super bon souvenir parce que ça a été un match hyper fédérateur. Tout le monde avait été fier de la fin de saison que les joueurs avaient réalisé. Et en même temps, une déception immense parce que passer à un but de la montée sur 38 journées, j'ai rarement vu ça. Enfin, jamais pour le hack. Mais même dans le monde du foot, c'est quelque chose d'hyper rare. Donc voilà pourquoi c'était un mauvais souvenir. Moi, je me souviens de sauvetage qui s'était fait à la différence de but en faveur du HAC. Effectivement, une non-montée, moi aussi, je m'en rappelle pas. Au niveau des joueurs, lequel t'a le plus impressionné en bord pelouse? Celui où tu te dis ça va trop vite pour moi, j'ai jamais vu ça, même à la télé, je vois pas ça. Eh ben, en fait, il faut savoir que ma position, moi, elle est juste à côté du banc de touche. Donc, j'ai une vision assez intéressante sur les latéraux, généralement. Donc, celui qui m'a le plus impressionné, parce que je l'avais vraiment en face de moi, c'était Ferland Mendy. Ferland Mendy, c'était au tout début de ma carrière de speaker. Je le voyais devant moi, je me disais, c'est incroyable ce mec, ce qu'il fait, la vitesse à laquelle il le fait, techniquement, c'est toujours assez propre. Et puis, ça se voyait que c'était de la graine de champion, que ça allait rapidement partir pour évoluer largement plus haut. Donc, ouais, c'est peut-être techniquement le joueur, footballistiquement, le joueur qui m'a le plus impressionné. Et on va aller un petit peu dans les questions, dans les vachardes. Ton préféré? Mon joueur préféré? Oui, ton joueur préféré. Humainement? Humainement, footballistiquement, tout ce que tu veux, on prend tout. Si t'en as plusieurs dans différents domaines, tu peux étayer. Après, très sincèrement, j'ai pas plus de relations que ça avec les joueurs. On se salue, parfois on partage des petits mots. J'ai une affection particulière pour Alexandre Bonnet, déjà de par sa longévité. C'est quelqu'un de ma génération aussi. Voilà, il est un petit peu plus âgé que moi. Et puis c'est surtout peut-être l'un des joueurs que je connais depuis le début. Donc forcément une attache particulière à Alex Bonnet. Footballistiquement, le dernier qui m'a impressionné, c'était Pape Gueye la saison passée. Et humainement aussi, Pape Gueye, c'est quelqu'un d'incroyable, de gentil, d'attentionné. Victor aussi, qui est quelqu'un
de très, très sympathique, toujours partant justement pour participer à des opérations communication. Oui, ben on remercie Victor en plus parce que c'est le parrain de notre concours de pronostics et il a eu la gentillesse en plus de nous donner un maillot qui sera donné au vainqueur du concours à la fin de la saison. Donc c'est effectivement quelqu'un qu'on parle. Et effectivement, tu parles des timides. Il y en a un, bien évidemment, qui ressort dans le lot. C'est pas la peine, on va pas faire grand On stade. aura tous compris. C'est Jean-Pascal. Euh, il est aussi timide avec les gens de l'intérieur du hack qu'avec les extérieurs, parce qu'on sait qu'avoir une interview de Jean-Pascal Fontaine, c'est peut-être encore plus difficile que d'avoir le président des États-Unis. Mais est-ce il est aussi timide avec vous en tant que membre du hack qu'il ne l'est vis-à-vis de ceux qui sont à l'extérieur du hack? Mais c'est vrai que j'entends pas beaucoup Pasky, voilà, très sincèrement. Après, voilà, c'est dans son tempérament. Souvent, les télés viennent nous voir en nous demandant de leur ramener Pasky pour une interview, et on sait que c'est rarement possible. Voilà, après, ça fait partie de ces joueurs. Je sais pas s'il est timide, je pense qu'avec ses coéquipiers, voilà, c'est plutôt naturel, mais il prend son job à cœur. Voilà, il est footballeur et puis tout ce qui est autour, ça ne l'intéresse pas et il en a pas trop envie. Donc voilà, c'est vrai que parfois ça nous manque. On aimerait bien, nous, supporters du Hack, entendre Pasky de temps en temps, mais depuis le temps qu'il est là, on le connaît, et puis on sait que c'est comme ça, on lui en veut pas. Ouais, non. Allez, on va finir par une petite question un petit peu vacharde. On finit à quelle place cette saison, Pierre? Oula, effectivement, Il est temps de elle se est pas mouiller. facile. Allez. Elle est pas facile. Moi, je suis un éternel optimiste. Ça fait 12 ans, très sincèrement, que au mois d'août, je me dis, je sais pas pourquoi cette année c'est la bonne. Mais je pense qu'on est tous un peu comme ça. Là, j'avais vraiment pas vu ce creux arriver. Donc je vais dire huitième. Huitième, donc un petit peu mieux que ce qu'on a actuellement, mais au moins le temps de préparer sereinement la saison. Donc Voilà. c'est bien comme ça. Eh bien, en tout cas, Pierre, merci de nous avoir accordé ces quelques moments. C'était très sympathique. Et si également tu souhaites inviter pour un prochain match certaines de tes collègues, à tout hasard, Nadège Abderrazak ou la patronne Xenia Fedorova, nous n'y verrions absolument aucun souci. Et, Absolument aucun. eh bien, écoute, je leur transmets de ce pas les amitiés des activistes. Et je n'y manquerai pas. Merci Pierre et à bientôt. À bientôt, salut. Merci encore à Pierre Pisavi-Hiverneau pour cette interview qui a été donc réalisée la semaine dernière. Messieurs, j'aimerais avoir votre avis sur l'interview de Pierre. Est-ce que vous avez retenu des choses qui vous ont plus ou moins marqué? Romain, on va commencer avec toi. Déjà, je remercie chaleureusement Pierre pour ses messages de soutien. Quand on a lancé le podcast, on savait pas trop dans quoi on se lançait et on est là 22 numéros après et c'est un des premiers à nous avoir soutenus. Donc déjà, je voulais aussi personnellement le remercier. Après, qu'est-ce que je retiens? Que le hack est toujours dans l'anticipation comme à son habitude, parce que on retient quoi? Qu'ils avaient fait passer quand même l'entretien de Pierre en conditions réelles Covid, quand même. Donc non. Donc ils étaient quand même, ils avaient quelques années d'avance, ouais. Et non, blague à part, ça doit pas être évident de faire le job de speaker en ce moment sans public. Et par contre, bon, Pierre évoque qu'il prend ça comme un entraînement à chaque fois. Je trouvais que ça tombait bien parce que des fois j'ai l'impression que les joueurs aussi ils prennent ça comme un entraînement les matchs à domicile. Bon voilà, j'ai fini de lancer mes pics, mais non, blague à part, encore une fois ils ont raison de continuer d'animer les soirées comme si y avait le public, parce que je trouve que dans ces moments-là, les moments qu'on vit actuellement, je pense qu'il faut essayer de garder une vie la plus proche possible de la normale, malgré toutes les contraintes qu'on peut avoir en ce moment. Et comme ça ne sera que meilleur quand on va revenir au stade, et on espère bientôt. Donc voilà, je lui souhaite tout plein de courage et puis de nous retrouver et qu'on se retrouve bientôt. Florian, la même pour toi. Qu'est-ce que tu retiens de l'entretien que j'ai pu avoir avec Pierre? Je retiens deux, trois trucs. Tout d'abord, qu'il a dit lui-même, son boulot de speaker permet de faire ressentir que ce ne sont pas des matchs amicaux aux joueurs. Et c'est vrai que pour moi, je dis pas que ce sont des matchs amicaux, mais c'est vrai qu'ils ont une saveur particulière, ces matchs cette saison. Des fois, j'ai même, je l'avoue, je pense que je suis pas seul. Des fois, je me dis, est-ce que j'ai vraiment envie de regarder ce match? Donc, il n'y a pas ce public, il n'y a pas cette ferveur. Du coup, c'est vrai que ça fait perdre un peu de goût. Donc, sur ce point-là, je le rejoins. Moi, j'ai envie de partager aussi, c'était son meilleur souvenir
la fameuse annonce qu'on jouait à domicile contre Brest au barrage. Pour avoir été au stade, c'est vrai que c'était un moment incroyable, et je me souviens de ma semaine où j'allais faire mes études et je pensais qu'à ce match, qui était un lundi, je crois, ou un mardi, je sais plus. Ce match contre Brest, c'était un de mes meilleurs moments de souvenirs de supporter. Et pour finir sa vision de la 8e place, je pense qu'on sera pas trop loin. Après, le problème de la Ligue 2, c'est que entre la 6e et la 14e place, ça joue souvent à pas grand chose. Mais ouais, je pense qu'on sera pas trop loin de sa vision. En tout cas, moi, je vous remercie, messieurs, pour vos réactions, et on remercie encore une fois Pierre. C'était très sympathique de sa part de nous avoir accordé ce moment, et on espère que vous aviez apprécié. Mais maintenant, il est temps d'attaquer le dur. On va débriefer à Dunkerque. C'est parti. On prend les mêmes, c'est pas la même. Effectivement, Paul Le Guen avait reconduit à l'identique le groupe qui avait ramené les 3 points à Châteauroux. Seul changement, Nabil Alioui a été prié d'aller sur le banc de touche pour faire place à Khalid Boutaïb. À part ça, c'était exactement la même composition des équipes. On pouvait espérer un match quand même plaisant pour le HAC, étant donné qu'on restait sur une série de 6 matchs sans défaite. Tu avais déjà gagné tes 2 derniers matchs face à des mal classés. Mais encore une fois, la malédiction de la mauvaise équipe en face a encore frappé. Et Florian, on peut le dire, tu avais vu juste. Encore une fois, le match ne s'est pas passé comme on l'espérait. Un bon match pourri des familles en première mi-temps. On a eu quelques périodes à se mettre sous la dent. Mais franchement, Florian, on va commencer avec toi. C'était très dur les 45 premières minutes. Avant que le match commence, j'aime bien pas regarder les stats, mais me dire ok, donc on affronte cette équipe, essayer d'un peu près visualiser ce qui allait se passer. Et ouais, j'étais pas serein parce que j'en ai parlé avec certains sur les réseaux sociaux avant le match. Le HAC à domicile, c'est vraiment pas fameux cette année. On rajoute à ça le HAC à domicile contre des petites équipes, c'est encore pire. Malheureusement, des fois, j'aimerais avoir tort surtout sur ce sujet-là, mais au moins à l'avenir, je sais que je placerai un petit PEL à chaque fois qu'on jouera une équipe match classée à domicile. Non, après la compo, évidemment, il allait pas changer, Polo. Alors après, Boutaïb, il était pas à 100% la dernière fois, là, il fallait le remettre en jambes. La première mi-temps, c'était long. J'ai pas retenu grand-chose. On a fait la petite vanne dans notre groupe par laquelle, on aurait pu s'endormir. Il y a eu un petit sursaut là vers les 30e minutes où il y a au moins 3-4 tirs en espace de 2 minutes. La minute, les 2 tirs de Basque et le tir de Boutaïb à 5 mètres du but, effectivement, c'est le seul sursaut qu'on a pu avoir dans la mi-temps. Je suis d'accord avec toi. Et moi je retiens aussi parce que évidemment quand Jamal loupe, je le dis, quand Boutaïb loupe, je le dis, la volée où le ballon passe en dessous ou au-dessus de sa jambe, on va dire qu'il est rouillé, mais il a 5 mètres du but. Si ça avait été Jamal, je pense qu'on aurait tapé un peu plus fort. Donc là, je préfère le dire aussi parce que c'est un attaquant. Certes, ça fait longtemps que. Bon, là, ça fait longtemps. Non, on va pas dire que ça fait longtemps. Il s'est remis en jeu. Il a les entraînements. Ça aurait dû au moins taper dedans. Après, si le gardien l'arrête. Mais c'est vrai que sur ça, c'était un peu dommageable. Après, quand je regarde les stats de la mi-temps, je me dis j'ai dû louper quelque chose parce que 58% de possession, 8 tirs cadrés, 8 tirs, 5 cadrés, contre en face 5 tirs, 0 cadrés. Je me suis dit, la vache, après les 5 cadrés, il y en a au moins 3-4 dans la même action. Mais c'est vrai que j'avais l'impression de pas voir le match que reflétaient les stats. Donc c'est ça qui est bien aussi, c'est que les stats ne veulent pas tout dire. Ou alors c'est peut-être parce que, je sais pas, il y a eu un moment mou et après c'est reparti un peu plus vite, mais c'est revenu mou après. Donc ouais, non, c'était mitigé, c'était pas terrible et je m'attendais mieux pour la seconde mi-temps. Romain, quel a été toi ton sentiment sur cette première mi-temps? Est-ce que tu rejoins Florian? Est-ce que tu as des ajouts à apporter? Début de match mollasson, comme l'a qualifié Paul Le Guen en interview d'après-match. Voilà, on sent que c'est brouillon, c'est pas précis. Tantôt on a une passe qui est mal ajustée, tantôt on a un mauvais contrôle. Enfin, on sent pas des hackmen qui sont dedans comme on a pu les voir contre le PFC ou Châteauroux. Voilà, pour moi cette première période, c'était quasiment un remake du match aller. Voilà, moi je le rappelle, j'avais trouvé les Dunkerquois pressants très haut et agressifs au match aller. J'ai trouvé qu'ils avaient fait leur entame de match sur le même état d'esprit, très combatif.
et que les Havrais semblaient encore de nouveau une fois surpris par ça. Ils ont mis du temps à rentrer dans le match, hein, jusqu'à les quelques occasions dont vous avez parlé. Et puis pour en revenir à Boutaïb, on avait dit qu'il faudrait être patient avec ce garçon. Ça se confirme, hein, ça se confirme. On est bientôt fin février et pour l'instant il n'y a pas de but. Je lui ne reproche rien, hein, mais on confirme juste que voilà, ça faisait un moment qu'il n'avait pas joué et qu'il va falloir encore être patient. Sauf que bien évidemment on voit le temps qui avance, on voit la saison qui défile. C'était déjà la 26e journée et on est bien conscient qu'il va pas enfiler les perles d'ici le mois de mai, hein, c'est clair. Voilà, parce que voilà. Après non, une mi-temps où il n'y a pas grand-chose à retenir, malgré, comme l'a dit Florian, des stats plutôt en notre faveur à la mi-temps. Mais j'ai la même impression que lui. Hein. J'ai pas l'impression d'avoir vu le match que les stats reflètent. Moi, c'est le parallèle effectivement du match aller que j'ai revu, où j'avais ce sentiment moi de danger relatif vis-à-vis de Dunkerque qui avait des occasions, mais vu que ça tirait à chaque fois à côté. Au final, tu peux avoir des occasions, des situations de danger. Si tu cadres pas, tu marques pas. Donc forcément, j'ai tout à fait le même ressenti que vous. Ça aurait pu être plus dangereux si Dunkerque avait cadré ses occasions. Et la preuve en a été que le premier tir cadré de Dunkerque a fini au bout. C'était pour l'entame de la deuxième période. Où au final, moi je trouve que c'est à moitié récompensé quand même pour Dunkerque qui n'avait pas été dégoûtant en première période. Et ensuite, la réaction des Havrais, où on a vu l'équipe qu'on aurait voulu voir dès le départ et qui normalement n'aurait jamais dû repartir avec autre chose que 3 points du Stade Océane samedi dernier. Encore une fois, ça arrive avec Jamal qui obtient un penalty, but de Bonnet. Il n'a pas fait la panenka cette fois, bon, on s'en doutait, et on en arrive à avoir des regrets rageants, car si effectivement Dunkerque a peut-être pas volé son point, honnêtement, perdre des points face à une équipe comme l'USLD samedi soir, c'est énervant parce que tu dois normalement gagner avec 2 buts d'écart. Cette fameuse victoire avec 2 buts d'écart, normalement, elle aurait dû arriver samedi dernier. C'est pas le cas. Eh ben, c'est bien dommage. Romain, deuxième mi-temps. Qu'est-ce que tu retiens des faits qui sont arrivés? La réaction, le but, le fait que finalement, c'est 1 point qu'aurait dû être 3. Quel est, toi, ton sentiment final une fois que les 90 minutes sont passées? Le but de Dunkerque, logique ou pas, je sais pas, mais ils ont fait une bonne prestation au premier mi-temps et puis ils sont dans leur rôle, ils sont à l'extérieur, ils sont dans leur rôle d'outsider. Voilà, je trouve qu'ils ont bien joué le coup, ils marquent au bon moment. Ils méritent de marquer. On n'était pas dans notre match jusqu'à temps qu'ils marquent. C'est ce qui nous a réveillés. C'est ce qui a réveillé Paul Le Guen avec les quelques changements qu'il a introduits directement, quasiment après le but, hein, ou pas très longtemps après. Voilà, après moi ce que je retiens, alors oui, il y a une meilleure prestation sur la deuxième mi-temps, oui, on retrouve un peu plus l'équipe des dernières semaines. Bon, il n'y a pas que du mauvais, effectivement quand on regarde les stats, on a quand même frappé au but, on a tenté, il y avait aussi un très bon gardien en face samedi soir. Après même mathématiquement, c'est vraiment pas si mal en termes de bilan. Par contre, j'ai quand même envie de dire que ça reste fragile. J'ai l'impression que cette équipe elle marche sur un fil à chaque fois, qu'on peut retomber dans nos travers ultra rapidement. Alors certains diront que je suis peut-être pessimiste, que finalement le bilan en ce moment il est pas si mal, et je suis d'accord avec ça. Mais ça reste fragile. Je veux dire, on est obligé de faire appel à Thierry et son talent pour obtenir des pénaux. Alors tant mieux, hein, tant mieux. Ça doit être le 5e ou le 6e cette année, je sais plus. Enfin, c'est juste fou. Mais je trouve quand même qu'on peut pas se satisfaire de ça. J'ai lu un commentaire d'un internaute après le penalty de Châteauroux qui disait on est tous extasiés devant un penalty de Bonnet. J'ai failli réagir parce que je le trouvais un peu dur, mais avec le recul, il a pas 100% tort. On était content de la victoire à Châteauroux parce que on a retrouvé une équipe et c'était une panenka, mais c'est vrai qu'il a pas 100% tort. Il faut qu'on se remette à ça, à Thierry et à Bonnet pour pouvoir samedi soir ramener qu'un point. C'est quand même très fragile, voilà. Je veux dire, Bonnet capitaine, Bonnet meneur de jeu, Bonnet fait les touches, Bonnet tire les pénaux. C'est super pour lui, hein, mais moi je retiens que ça reste fragile. Florian, même réaction pour toi. Est-ce que tu
vois les choses de la même manière que Romain, ou est-ce que tu as une vision légèrement différente de la chose? Non, c'est à peu près similaire. Après, le but pris en tout début de seconde mi-temps, est-ce que c'est un relâchement après la reprise? C'est souvent le cas, les buts très tôt dans les mi-temps. Après, moi, quand je revois l'action, l'attaquant est bien placé. Alors, est-ce que c'est l'attaquant qui est bien placé ou la défense qui ne l'est pas? Ça, chacun se verra comme il le sent. Le Hack a beaucoup tenté, c'est ce qu'on leur reprochait il y a quelques temps. Des frappes, surtout de loin. Il y a une transversale, il y a une frappe de Fontaine qui est déviée. Un gardien qui est pas trop mauvais. On va revenir sur l'action de Jamal. Un euphémisme. Maraval, il a fait un très bon match samedi soir. Après, l'action de Jamal, bon, je vais pas répéter ce que je dis sur Jamal depuis quelques mois. C'est vrai que celle-là doit aller dedans. Après, Jamal va chercher son péno derrière. J'y ai réfléchi hier soir et je me suis dit que je préférerais un Jamal qui met ses occasions et qui ne provoque jamais de péno, que l'inverse. Mais bon, on se contente de ce qu'on a. Ouais, après, Bonnet, heureusement qu'il met le péno. Alors après, si c'est Bonnet, si c'est quelqu'un d'autre, voilà, on dirait merci de mettre un péno. Donc là, on va récompenser Jamal pour aller chercher le péno. Mais c'est vrai que ça a l'air peu. Et quand j'ai fait le bilan des derniers buts, la stat a fait mal sur les 5 derniers buts. 3 pénaux, un CSC et un but de l'épaule, quoi. Oh non, mais c'est. C'est très dur. C'est très dur. Vrai. Mais c'est pas méchant. C'est juste pas méchant. Non, c'est juste à ceux qui nous reprochent de regarder les stats, bah ça en fait partie aussi. Voilà. Donc penalty au coude à coude avec CSC cette saison. C'est sûr que c'est comme tu dis, on préférait que l'attaquant marque sans avoir recours ni à l'un ni à l'autre. Mais c'est un signe quand même que on sait que c'est encore très fragile. C'est pas si c'est construit sur du sable ou si c'est juste en train d'être rebâti. Mais c'est vrai que c'est dur. C'est dur à voir et on aimerait juste de temps en temps, une fois de temps en temps, pouvoir juste souffler un petit peu et puis se dire ouais, là ça va. On maîtrise notre sujet suffisamment pour avoir une avance de but, mais on l'a jamais. On l'a jamais. T'es dans le stress. On va être dans le stress permanent jusqu'au bout, et on espère aussi que ton challenge des 9 points sur 15 va réussir, parce que pour le moment, on est dedans, mais il faut ramener quelque chose samedi soir de Pau. Ouais, après pour revenir sur la stat des buts, hier quand je l'ai sorti, j'en ai rigolé fort et maintenant quand j'y repense, je me dis que c'est quand même grave. Un rire nerveux. Ouais, c'est ça, mais là je me dis que c'est quand même grave. Après pour la stat des 5 matchs, la série, on est à 4 matchs, 8 points sur 12. Quand on regarde, c'est pas mal 8 points sur 12. Mais après le match nul contre Nancy où c'était un non-match, on a eu de la chance. Donc on aurait pu très bien perdre un point. Le match contre le Paris FC, ça a été ok. Châteauroux, bon, on s'en sort avec un péno, mais ça me paraissait logique. Là, hier, il y a des gens qui pensent que Dunkerque mérite. Après, ils sont pas cadrés beaucoup. On a des occasions, ils ont un très bon gardien. Franchement, il fallait prendre les 2 points de plus sur ce match-là. Moi, je pense qu'il y avait vraiment plus que la place. C'était même un devoir de prendre les 3 points. Mais bon, la fameuse. Si tu joues, non mais soyons clairs, si tu joues la première mi-temps comme tu joues la deuxième, il n'y a aucune raison que tu partages. C'est clair. On va être clair, on n'est pas aveugle. La récompense du point pour Dunkerque, elle vient aussi grandement de nous. On a contribué à ce qui ramène un point, et c'est bien dommage parce que on n'est pas en période où on peut faire des cadeaux et on peut avoir de la pitié pour un adversaire quel qu'il soit. C'est d'autant plus méritoire que les Dunkerquois, faut pas l'oublier, on n'en a pas parlé, ils ont eu 9 cas de Covid au club dans les jours passés. Alors certes, ça n'a pas forcément touché les titulaires, mais quand tu es joueur et que tu vois que tes copains à l'entraînement, au fur et à mesure, il y en a un jour, il y en a un qui est pas là, le lendemain, il y en a 2 de plus, et ainsi de suite. Ça peut faire aussi travailler un petit peu la tête et ça peut amener de la déconcentration. Eux, en tout cas, ils n'ont pas eu de soucis à ce niveau-là. Ouais, sinon c'est notre fameux courant alternatif. C'est soit d'un match sur l'autre, soit d'une mi-temps à l'autre.
Et même, j'ai regardé moi de mon côté les classements. On est 5e à l'extérieur, soit c'est plutôt même très bien. On est 15e à domicile. 15e à domicile sur les matchs à domicile. C'est catastrophique. Enfin, c'est catastrophique. Ouais, enfin, c'est pas. Évidemment, c'est pas avec ce genre de classement à domicile qu'on peut espérer quoi que ce soit. Voilà, pour cette année. Voilà, c'est sûr, je suis d'accord. C'est pas en étant 15e à domicile que tu peux avoir une quelconque prétention à regarder très haut. Voilà. Le truc, c'est que pour ajouter à ça, c'est que souvent, à domicile, on peut se dire, si une équipe ne réussit pas à domicile, c'est qu'elle a affaire à un bloc bas et qu'elle n'arrive pas à passer. Alors que là, c'est pas du tout le cas parce que j'ai pas le souvenir d'un match du HAC à domicile où l'équipe était retranchée derrière et ne faisait rien pendant 90 minutes. Au contraire, on se faisait bousculer la plupart du temps. Donc c'est vrai que c'est encore plus bizarre et je sais pas. Est-ce que c'est le manque de public ? J'ai pas envie de mettre ça sur ça, mais il doit y avoir une explication et malheureusement je l'ai pas. Bah, c'est un nouveau métier. En tout cas, c'est pas le manque du speaker. C'est pas le manque du speaker en tout cas. Non, c'est clair. Il y a la musique, il y a tout ce qu'il faut. On essaie de les mettre dans les mêmes conditions. Hein. On essaie d'être en conditions réelles, mais c'est vrai que si t'as pas les copes pour pousser, il manque quand même ce chose et on va quand même pas diffuser de la bande sonore dans le stade pour donner l'illusion. On va pas pousser jusque là. On sait que c'est compliqué parce que il manque quelque chose, quoi. C'est le beefsteak frites et t'as le beefsteak mais t'as pas les frites, donc il y a pas la même chose. Donc c'est assez compliqué. On peut le croire, mais c'est surtout rageant sur ce qu'on a vu samedi dernier. Bah oui, surtout que le prochain match, c'est Pau, donc à l'extérieur, donc. Là, je suis un peu plus serein parce que c'est un match à l'extérieur. Moi, je vais t'arrêter tout de suite. Pau au Hameau, j'ai l'impression que c'est plutôt pas mal. Donc, ouais, en ce moment, ils sont pas trop mal. Ils ont au Hameau, Amiens. Chez eux, j'ai l'impression qu'ils trouvent ils ont le supplément d'âme que nous on n'a pas. Au Stade Océane et que eux par contre n'ont pas à l'extérieur vu leur classement et que nous on a. Je te cache pas que honnêtement le match de samedi, je savais que ça allait être difficile avant déjà depuis un moment. J'espère qu'on arrivera au minimum à faire le challenge de tes 9 sur 15. J'en suis pas encore convaincu. À savoir, parce que j'ai regardé leur dernier match, c'est victoire contre Amiens, match nul contre Paris FC et une défaite 1-0 contre 3, qui est quand même leader. Donc c'est une équipe, certes elle est 19e, mais 18e équipe à domicile, alors dit comme ça, c'est pas terrible, mais c'est 3 victoires, 4 nuls, 5 défaites, donc en soi c'est plutôt pas trop mal. Après ils mettent 11 buts chez eux, ils s'en prennent 14, et la clé elle est là, je l'ai vu hier sur Twitter, et c'était aussi la clé du match contre Dunkerque, c'est si on se prend un but, on sait très bien qu'on va pas gagner parce qu'on met jamais 2 buts dans un match. Donc si on prend pas de but contre Pau, il y a une chance de gagner. Si on se prend un but, ça sent mauvais. Ok, écoutez messieurs, ça nous promet en tout cas une jolie partie pour samedi soir. On suivra ça avec vous et vous aurez bien évidemment votre émission la semaine suivante. En tout cas, notre partie est terminée. Chers amis auditeurs, c'est à vous. Activez-vous, c'est parti. Romain, tu es de retour. Et qu'est-ce que tu as dans ta besace au niveau des réactions du match de samedi soir ? Justement, je vais continuer à ce que vient de dire Florian. Allez, une dernière stat avant d'aller vraiment vers des vraies réactions. Notre site partenaire Hackstat qui nous avait donné cette stat avant le match contre Dunkerque. Cela fait maintenant 18 matchs consécutifs de Ligue 2 à domicile que le HAC n'inscrit pas plus d'un but par rencontre. Il faut remonter au 3 décembre 2019 et une victoire contre Le Mans 2-0. Depuis, le HAC n'a jamais inscrit plus d'un but dans sa rencontre à domicile. À domicile, donc après on peut avoir cette année le même mal à l'extérieur, et donc ça rejoint ce que vient de dire Florian. Effectivement, attention, si Pau vient à marquer avant nous, c'est difficile pour nous depuis un certain temps maintenant d'enchaîner 2 buts dans le même match. C'est dur à dire, mais on est quand même le Havre, quoi. On doit pas. C'est impressionnant. Je continue avec Hackman qui nous dit donc par rapport à Dunkerque, bien sûr, beaucoup de bonnes situations, mais toujours un problème dans le dernier geste, c'est dommage. Et fanatique du 76-13, il est vraiment péno Jamal. Niveau jeu, certains joueurs m'ont déçu, Boutaïb entre autres.
Alors oui, on peut être déçu du jeu. En revanche, nos joueurs ont tenté leur chance à maintes reprises et finalement, sans un grand Maraval, on aurait pu l'emporter. Ouais, parce que y a la frappe sur la transversale. Alors je sais plus qui la tente. Après, je vois la frappe de Fontaine. Alors j'ai cette impression que si elle est pas déviée, elle peut être dedans. Parce que j'ai l'impression que quand la balle est déviée, ça arrive sur le gardien. Mais ouais, non, il y avait un très bon gardien et malheureusement c'est tombé sur le hack ce soir-là. Donc ça aurait pu faire 3 points au lieu d'un. C'est dommage, mais bon malheureusement c'est ça, comme ça c'est le football. Ça arrive souvent qu'un gardien sur une soirée soit chaud et malheureusement c'est tombé sur nous. Et justement, Tyranor qui pense comme toi qu'on aurait dû gagner le match avec un peu plus de réussite. Dunkerque, c'est 2 tirs cadrés et le néant. Et pour finir, il nous rappelle qu'on a 11 points d'avance sur le barragiste et il dit que c'est toujours bien de le faire remarquer. Oui, bah ça fait 3 matchs complets d'avance sur ce point de vue-là, c'est bien. Oui, il y a pas de problème. On fait quand même tourner le compteur vis-à-vis des équipes de bas de tableau et on s'assure progressivement le maintien qu'on espère le plus vite pour pouvoir intégrer les jeunes de manière plus conséquente une fois que ce sera officiel. N'empêche que malheureusement samedi ça aurait dû faire 3 points en conditions normales et on s'est mis en condition de pas les avoir, malheureusement, en dépit des occasions qu'on a pu avoir et que dans ces conditions-là, le manque de réussite des frappeurs à vrai, il va en règle générale de pair avec la réussite du gardien qui, quand il n'est pas en position d'arrêter, il va avoir la frappe détournée qui va faire que ça sort et que au final ça rentre pas pour nous. Et puis pour rebondir sur ça aussi, le petit point positif de la soirée, si il fallait en trouver un, c'est que les 3 derniers ont perdu, que du coup on leur met un petit point en plus d'avance. Donc voilà, c'est vraiment si vous êtes très 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 négatif, il y a quand même un petit point positif sur cette soirée. Je vais continuer avec Elisa 76 qui ça faisait un petit moment qu'elle nous avait pas écrit, donc toujours besoin d'un penalty pour revenir au score. J'ai aucun problème si c'est justifié, etc. Mais je trouve ça un peu relou à force, à croire qu'on ne sait pas faire mieux, en plus à domicile. Un constat, pas de colère dans mes paroles. Ouais, non, mais ça revient sur la fameuse stat, un but dans le jeu sur les 5 derniers, quoi. C'est tristouné, pour être gentil. C'est pauvre. Polo qui nous dit que au moins les Havrais ont compris que quand on n'a pas d'inspiration, les frappes de loin sont une solution. Pas de but, mais ça aurait pu, c'est vrai. Sinon, que dire, on était au-dessus de Dunkerque, donc tout le monde l'a vu, ça je pense. Mais bon, les occasions que tu as, tu les marques pas, pardon, et il faut encore un péno. Le péno est une occasion comme une autre. Hein. C'est sûr qu'il y a une concordance qui fait que, bizarrement, il n'y a que comme ça qu'on réussit à marquer. Ouais, bon. Ensuite, on a eu des occasions, on a eu des frappes. Et on sait ce que ça va faire. Et ils vont retourner à l'entraînement, ils vont ajuster encore mieux leurs frappes, ils vont essayer d'être un peu plus incisifs, et puis on arrivera bien à ce que ça rentre enfin dans le jeu. Et je terminerai par une phrase de Silhac qui, je trouve, résume bien la situation du match de samedi dernier. Quand on n'est pas capable de gagner, il faut savoir ne pas perdre. Ouais. Oui. Ouais. Là, c'était surtout. Ouais, non, sur certains matchs, je serais d'accord avec cette phrase, mais là, c'était plus sauver les meubles, quoi, que ne pas perdre. Sauver les meubles, c'était plutôt Nancy, hein, c'était plutôt ça. Là, c'était vraiment t'es payé au salaire minimum. C'est plus ça. S'il y avait mérité quand même pas de perdre ce match face à une équipe, mais ça énerve un petit peu. Ça énerve juste un petit peu. Romain. Dernière chose, on a fini avec la partie sur le match, mais tu as lancé via Actu un petit sondage la semaine dernière sur une question qui se pose en ce moment. Alex Bonnet, c'est stop ou encore? Vu qu'on sait qu'Alex est en fin de contrat, il a clairement dit qu'il aimerait bien, à minimum, être prévenu à l'avance et de ne pas attendre comme l'année dernière, la dernière minute pour savoir s'il devait se trouver un club ou s'il pouvait continuer au HAC. Quel est le résultat de ce sondage? Est-ce qu'on se mouille avant que je donne le résultat du sondage, les gars? Alors moi, je vous pose la question. Gilles, alors, Alex Bonnet, oui ou non? Prolongation? De 1 an, oui. Oui, il faut... Je pense que ce serait très
mais vraiment très peu charitable de ne pas récompenser le capitaine qui est peut-être en train juste de sauver la saison et bien plus. Donc oui, il reste. S'il a le physique, il n'y a aucune raison pour moi qu'il ne prolonge pas. Donc moi, c'est oui. Et toi, Florian? Pour Bonnet, oui, non? Pour être tout à fait honnête, j'aurais une réponse de Normand. Oui, Tu peux mais pas. non, ou non, mais oui, Tu mais peux pas. je sais. Voilà, justement, c'est pour ça que je préfère le dire avant. Pour moi, ça va être un oui, et pour deux raisons. La première, c'est que il fait une très bonne saison. Alors, j'avais vu un tweet qui disait il est toujours très bon dans les années où il lui reste, enfin, il a plus de contrat derrière. Donc, mettez-lui des contrats d'1 an à chaque fois. Comme ça, au moins, on aura un très très bon bonnet. Non, plus sérieusement, c'est un leader, que ce soit sur le terrain ou dans le vestiaire. Je trouve qu'il n'y en a pas vraiment au club à part lui. Leader vocal, à part peut-être Lécal, et encore, je le trouve un petit bras en dessous. Ensuite, c'est surtout, alors, c'est sur le côté Covid et droit télé. On ne sait pas trop ce que le mercato va apporter dans la prochaine saison. Donc, ça serait peut-être bien de sécuriser au moins un poste en tant que 10 pour être sûr de au moins repartir avec une bonne base la saison prochaine. Et moi, je vous donne, moi, je dis oui aussi pour récompenser sa fidélité et sa longévité au club, et sa saison aussi, dans la continuité de sa saison. Et puis, moi, je proposerais plutôt 1 an avec une reconversion possible après au sein du club, parce que je pense qu'il peut encore amener beaucoup de choses au HAC dans les années à venir, à l'extérieur des terrains aussi. Et d'ailleurs, c'est ce que pensent aussi les internautes, en tout cas pour la prolongation, pardon, puisqu'ils ont le sondage donne un oui à 80% et 20% de non pour les raisons qu'on a un peu évoquées, notamment sur celle où on dirait que il est bon lors de sa dernière année de contrat, mais voilà, moi je pense pas ça, et je pense que rien que pour sa fidélité et ce qu'il a pu amener au club, et là il est en train de sauver les meubles aussi cette saison, il mérite de re-signer 1 an de plus. Au niveau de la alors je vais mettre un bémol sur ce que tu dis au niveau de la fidélité. Effectivement, c'est très bien d'avoir des joueurs cadres, mais on leur demande surtout c'est d'être performants. Et plus que par la fidélité qu'il a et que l'histoire est belle, c'est aussi parce qu'il est performant qu'il mérite sa prolongation. Il pourrait avoir 10 ans au club, si au final il n'avançait plus, il n'était plus capable de jouer, est-ce qu'on aurait le même discours vis-à-vis de la fidélité? Non, c'est parce qu'il est performant, c'est parce que le capitaine montre qu'il est le patron de l'équipe techniquement, moralement. Dans ces conditions-là, c'est normal qu'il soit re-signé. S'il apportait rien au club, ce serait logique de ne pas continuer ou de le mettre en reconversion tout de suite. En tout cas, merci chers amis auditeurs pour vos réactions. Nous allons maintenant finir avec quelques brèves du HAC. C'est parti. Deux brèves du HAC pour vous cette semaine. Les filles faisant relâche pour cause d'équipe de France, nous allons nous attarder un petit peu sur les garçons. Dans la première, on souhaite un très bon rétablissement à Imad Abdelli, qui a été opéré avec succès de son ménisque mardi dernier. Le joueur avait peur d'avoir la saison terminée. Nous aussi, on avait peur aussi de plus le revoir. Mais il y aurait peut-être un espoir pour qu'il puisse revenir à l'entraînement en avril. Il restera alors 7 matchs à jouer au Ciel et Marine. Peut-être qu'il y a encore une possibilité de revoir Imad pour la toute fin de saison. Là aussi, dans une optique de préparation de la saison suivante. Et dernière brève que nous avons vue également cette semaine, ce qui concerne un ancien du HAC qui a beaucoup fait parler à l'intersaison, c'est Pape Gay. On attendait ça depuis sa venue à l'OM, on était même étonné que ça n'arrive pas, mais désormais c'est officiel. Watford a déposé un recours devant la FIFA contre la signature de Pape Gay à l'OM. Donc on savait qu'il y avait un imbroglio à ce niveau-là entre Watford et l'OM pour que Pape signe cette saison. On attendra quand même les conclusions du TAS, car c'est à peu près sûr que ça ira jusqu'à ce niveau pour savoir la fin de l'histoire, et aussi par conséquence, on verra ce que le HAC va faire dans cette histoire, parce que s'il y a un litige entre Watford et l'OM, il y en a un aussi entre le HAC et Watford, vu qu'apparemment Pape Gay aurait déjà signé ses papiers à l'époque avec son ancien agent, alors qu'il était toujours sous contrat et qu'il n'avait pas de possibilité de signer comme ça. On verra ce que vous en pensez. Messieurs, qu'est-ce que vous avez à dire sur ces deux petites brèves? Tout d'abord, on souhaite un bon rétablissement à Imad, qui revienne
fort et costaud, même si ça doit reprendre que la saison prochaine, mais au moins qu'ils reviennent à 100%. Après, pour Pape Gueye, vu que c'était une fin de contrat, est-ce que le hack est vraiment impliqué dans l'histoire? Je sais pas. Parce qu'apparemment, il aurait signé quand même déjà des choses. Il avait de mémoire passé sa visite médicale 1 an avant la fin de son contrat. C'était ça qui apparemment était dans le tuyau, et c'est ça, sur ça que le hack voudrait peut-être faire un recours. Ah oui, donc c'est le hack par rapport à Pape Gueye. C'est pas Watford par rapport au Havre du coup. Ah bah si, vu que c'est Watford n'avait pas le droit de prendre contact avec Pape Gueye plus de 6 mois avant la fin de son contrat. Donc Watford a pris contact bien avant, alors qu'il n'avait pas le droit. Ouais, d'accord. Donc le Havre, on va dire, ne risque pas grand-chose. Ce serait plus l'inverse de. Ah, le hack ne risque rien. Voilà. Non, c'était surtout ça parce que normalement, ce côté-là, on se mouille pas trop. Mais si en plus on a des soucis de transfert quand on vend des joueurs. En plus, on le vend même pas. Donc, ouais, non, ça aurait été problématique. Donc, non, à voir. Après, pour le joueur, ça va être un petit frein en sa carrière. Après, pour être honnête, je pense qu'il est mieux à l'OM qu'à Watford. Voilà. Je n'irai pas plus loin sur le sujet. Je connais pas assez le sujet pour y aller un peu plus en profondeur. On va pas prendre de risque en disant que cette année, il est bien. Il est très bien et que il s'épanouit à l'OM, et tant mieux pour lui. Non, mais après, si Watford il voit des droits à faire valoir, moi je leur dis qu'ils ont raison de déposer ce recours auprès de la FIFA. Maintenant, ils se moquent un peu du monde parce que effectivement, on sait bien qu'ils ont pris contact avec l'agent et le joueur bien avant la fin de son contrat au hack. Donc voilà. Après, ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est que on sait que Pape Gueye, comme l'a dit aussi Pierre en début d'émission, c'est quelqu'un de bien, quelqu'un de qui fait attention aux gens, etc. C'est plutôt humainement une bonne personne. Donc je pense qu'encore une fois, c'est tout ce qui tourne autour du monde du football, et on voit que tout n'est pas clair, hein, que Watford puisse faire passer la visite médicale 1 an avant, c'est pas normal, que l'OM puisse faire signer Pape Gueye alors qu'il l'aurait signé son contrat à Watford, il y a quelque chose qui est pas clair non plus. Donc on retrouve le côté un peu noir et un peu sombre du football avec les agents, etc. Donc maintenant, encore une fois, voilà, si Watford il voit un recours et il voit quelque chose à récupérer, c'est comme tout le monde, ils ont le droit de faire valoir leurs droits s'ils voient qu'ils peuvent gagner quelque chose. Maintenant, je pense pas que le hack va se lancer là-dedans par rapport à la visite médicale qui a été faite 1 an avant. Enfin, je vois mal le hack se lancer là-dedans sur un joueur à fin de contrat. Je dis pas qu'ils ont raison ou tort, hein, mais je les vois pas perdre du temps et de l'argent et du temps là-dedans. On verra ce qu'il arrivera de cette histoire. Et c'est fini pour ce soir. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Pour ne pas manquer nos prochaines émissions, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Laissez-nous un pouce bleu, un commentaire et mettez la cloche afin d'être prévenu dès la sortie. Nous sommes également disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Rejoignez-nous sur Twitter @actu_fr avec le hashtag activiste au pluriel, ainsi que sur notre site actu.fr pour recevoir nos alertes articles et participer au concours de pronostics. Vous pourrez nous retrouver également sur l'antenne de notre partenaire France Bleu Normandie chaque jour de match. Retrouvez 100% C'est les Marines du lundi au vendredi entre 18h et 18h30 avec Greg Godefroy, François Manoury et Sylvain Geffroy. Nous vous souhaitons une bonne soirée, à bientôt pour le prochain numéro des activistes, et en attendant, allez le hack et allez le Havre. Merci.